Bien. Tout le monde est installé? Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue au Palais des Congrès pour ce 16e colloque AFFECT, colloque sur le thème de la solidarité intergénérationnelle. Alors je ne vais pas être très long parce qu'on a déjà pris un peu de retard, donc je vais juste vous remercier d'être ici présent en présentiel. Je remonte mon micro. Présent en présentiel sur le Palais des Congrès. Je salue aussi ceux qui sont à distance et qui nous suivent depuis maintenant une demi-heure, désolé du retard. Donc solidarité intergénérationnelle, il y aura donc 4 grands thèmes cette année que nous allons décliner tout au long de la journée. Il y a plusieurs intervenants comme chaque année qui vont se succéder sur la scène et bien entendu vous pourrez, si vous le souhaitez, dans la salle ou à distance pour les participants qui nous suivent en visio, intervenir à tout moment. Il y aura également cette année un grand témoin, Anne Caron d'Église. Et donc vous aurez, chère Anne, la possibilité d'intervenir dès que vous le souhaitez pour apporter des éclairages, des précisions et ou pour alimenter les débats. De la scène ou de la salle, un petit signe et on vous passera le micro. Voilà. Donc, il est temps de démarrer ce colloque, et donc je vais laisser la place à May Antoun, médecin gériatre et adjointe au maire d'Arcachon, et à Georges Decoq, le président d'AFFECT. Excellent colloque à tous. Bonne journée. Bonjour, messieurs, dames, monsieur le président, madame Caron d'Église, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre ville. Madame Jean, je ne peux pas passer sans la citer. Mesdames et messieurs les intervenants, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les congressistes présents et en visio. Je suis toujours ravie, comme tous les ans, vraiment. Nous sommes honorés à Arcachon, monsieur le maire, l'équipe municipale, que le colloque AFFECT ait quasiment et adopté notre ville en tant que ville de son congrès annuel. Comme je vous dis tous les ans, et je crois que vous le constatez, on commande toujours un petit beau temps pour vous, pour après. Donc le sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement parce que solidarité intergénérationnelle, je dois vous avouer qu'en tant que gériatre, quand ce mot est sorti, il m'énervait beaucoup. Parce que je me disais, bon, c'était vraiment le témoin qui avait une stigmatisation d'une catégorie de la société qui était évidemment les personnes âgées. Ça mettait en lumière la perte de ce continuum de vie, parce qu'une société qui va bien n'a pas besoin de créer d'intergénérationnel, ça devrait être tellement naturel que les choses passent entre les générations que ça m'énervait. Maintenant, je m'y suis faite. Ce côté intergénérationnel, je crois qu'il est de plus en plus pertinent, aussi bien pour éviter la solitude de certaines catégories de personnes vulnérables, que pour l'entraide matérielle, parce qu'on sait maintenant que les aidants qui ont des enfants ou qui ont des parents sont effectivement eux-mêmes mis à contribution pour une aide matérielle, et je pense que votre congrès résume bien tout ça. Et effectivement, c'est un sujet qu'il faut traiter, même si je déplore qu'il faille pousser les gens à se rencontrer. Mais comme tout, il faut des initiatives pour que ça fonctionne bien et pour qu'on ne laisse jamais personne au bord de la route, seul, sans aide. Et je crois que c'est les uns et les autres, nous avons besoin d'apprendre. L'intergénérationnel est souvent pensé comme étant les personnes d'un certain âge qui apportent aux plus jeunes. Je pense que l'inverse est vrai, d'autant plus que l'évolution de la société, je pense particulièrement au numérique, rend beaucoup de gens dépendants.
Alors, j'adore ce mot dépendance et j'espère qu'on restera très longtemps dépendants les uns des autres, mais d'une façon spontanée. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, chers amis. Bienvenue à Arcachon pour ce 16e colloque d'affect consacré à la solidarité intergénérationnelle. Je tiens avant toute chose à remercier ceux sans qui cette manifestation n'aurait pu avoir lieu. En premier lieu, Méantoun, qui représente la mairie d'Arcachon et qui nous accueille et nous soutient de façon indéfectible depuis toutes ces années. Merci, mais. Et puis, en deuxième lieu, je voudrais remercier nos partenaires et exposants qui contribuent à la soutenabilité de cette manifestation et je vous invite, en tant que participants, congressistes, d'aller à leur rencontre. Ils sont là, ici, aujourd'hui, pour vous. En troisième lieu, je tiens à remercier les équipes d'affect, les permanents, Pascal, Elsa, Maria, Aurélie, Anne-Sophie, Brice, et bien sûr, les membres de mon bureau et de mon conseil d'administration, de l'Assemblée générale, sans qui je ne serais rien, et particulièrement Madame Jean. Mais aussi, derrière ces permanents, si j'ose dire, la structure, le squelette d'affect, il y a toute une série de bénévoles qui participent au succès de cette manifestation, et je tiens à les remercier aussi. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, je vous remercie, tous les intervenants qui vont défiler à la tribune aujourd'hui et dont je ne peux citer tous les noms parce qu'ils sont nombreux. Vous les verrez par ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, mais quand même quelques-uns. Merci Anne Caron d'Église d'avoir accepté d'être notre grand témoin aujourd'hui. Merci aussi à Nathalie Peterka qui a animé la direction scientifique de cette manifestation, qui l'a conçue, qui l'a construite, co-construite. Merci aussi à mon collègue Jean-Jacques Lemoulan qui va faire les propos conclusifs. Vous savez, Affect est une grande famille qui accueille à sa tribune toutes les sensibilités du monde de tous les professionnels, quelle que soit leur origine et quel que soit leur mode d'exercice, qu'ils soient du monde social, médical ou juridique, qu'ils exercent en association ou en individuel ou comme préposés. Toute cette richesse du monde de la protection des personnes vulnérables a sa place à la table. C'est toujours avec un esprit de tolérance, de dialogue et de recherche de la discussion que nous avons entrepris ce colloque et je pense qu'il en sera encore ainsi à l'avenir. Puisque nous parlons d'esprit de dialogue, de discussion parfois vif, il me revient à l'esprit que notre famille doit déplorer une disparition, celle de Denis Berthiaud, qui était un fidèle intervenant sur les questions biomédicales, bioéthiques de notre colloque. Il nous a quittés cette année et je crois qu'il est indispensable que nous ayons tous collectivement une pensée pour lui, tellement son apport était riche, même s'il faisait l'objet de controverses, ce qui est bien naturel, puisque nous sommes quand même ici pour discuter. Enfin, je vous remercie, vous les personnes présentes, soit dans cette salle, soit à distance, qui nous suivent, et je m'excuse auprès des personnes à distance pour ce retard que nous avons pris ce matin. Ce colloque est fait pour vous. Il n'est pas fait pour nous. Il est fait pour vous. Vous êtes le cœur de nos préoccupations. Et je vous demande de nous faire remonter vos avis, de nous donner votre opinion sur cette journée. Nous en avons besoin pour toujours nous améliorer. Donc merci d'avance pour vos propositions critiques, constructives et appréciations.
Alors, on m'a demandé de dire quelques mots aussi sur l'ouverture de ce thème. Alors, je suis bien normal de le faire, puisque vous savez que je suis spécialiste de l'inverse de la solidarité intergénérationnelle, puisque je fais du droit de la concurrence. Donc, il paraît que c'est un exercice que je vais relever le défi. Et c'est bien de défi dont il faut parler, puisque quand j'ai regardé le titre du colloque, qu'on m'a choisi par les équipes d'Affect, c'est le sous-titre qui m'a interpellé, plus que le titre. Le défi des générations, la protection des majeurs vulnérables et le défi des générations. Alors, je me suis posé, comme tout bon juriste, si vous voulez, du moins j'espère être bon juriste, je vous laisserai juge, 3 questions. Qu'est-ce qu'une génération? Qu'est-ce que c'est ce défi dont on parle? Et pourquoi la protection juridique des majeurs serait impactée par le défi des générations, auquel seraient soumises les générations? Alors, je ne vais pas refaire le rapport de synthèse, je vous rassure, chers collègues, mais quelques pistes et quelques interrogations surtout. Alors, avec quelques certitudes quand même. Une génération, j'ai pris mon dictionnaire, et on m'a dit c'est lié à l'engendrement. Et on identifie, les géographes, les démographes, identifient une génération comme la définissent comme une cohorte d'individus en raison de son année de naissance. Donc, par exemple, il y a une génération 2024. Donc on est toujours en présence d'une cohorte d'individus, d'un groupe, qu'on va définir avec un critère. Alors, deuxième critère, on utilise le mot génération dans la famille. Et dans la famille, c'est pour un critère généalogique, en fonction du degré auquel on appartient dans la famille. Il y a les grands-parents, les parents, les enfants, ils constituent en quelque sorte, chacun, même s'ils ont des âges différents, une génération. Mais ça peut être aussi, donc et le droit de la famille, très proche de nos préoccupations, fait naître des droits et des devoirs entre ces générations. Et donc c'est peut-être de cela dont on va parler lorsqu'on parle de solidarité intergénérationnelle. Et puis, et c'est le troisième point, les sociologues et les historiens singularisent des individus, historiquement ou sociologiquement, des groupes d'individus par des événements ou des valeurs communes qu'ils partagent. Donc, par exemple, nos historiens parlent de la génération perdue pour expliquer tous les gens qui sont nés entre le 1880 et 1900 et qui se sont retrouvés dans les tranchées pendant la guerre de 14 et qui ensuite ont eu un destin commun et qui ont partagé de ce fait, de ce traumatisme historique, des valeurs, une histoire tragique et qu'on a appelé la génération perdue. Plus récemment, et ça nous impacte plus, Anne Caron d'Église et moi, nous sommes des boomers, des enfants du baby-boom. Nous sommes nés avant 1964, et donc si on est né avant 1964, on est un super boomer. Alors, en tant qu'enseignant, je tiens à vous dire que mes étudiants, quand je leur dis que je suis un boomer, tout de suite, ils ferment les écoutilles. Si vous voulez, il faut que, pour que je puisse être entendu par mes élèves, que je leur dise autre chose que « OK, boomer ». Alors, eux, je peux leur répondre, mais vous êtes une bande de millénium. Alors, pas tout à fait, parce que j'ai plus de millénium, parce que j'ai regardé quand même la définition du millénium. C'est les gens qui sont rentrés dans l'activité professionnelle au début du XXIe siècle, donc ils ne sont plus étudiants. Non, mes étudiants, ceux qui sont nés en 2000, les étudiants après 2000, avec Internet, voilà, qui n'ont jamais connu autre chose qu'un téléphone portable et Internet, ça, maintenant, il paraît qu'on les appelle les zoomers. Je vous dis, ça, voilà. Donc, je les appelle les zoomers. Bon. J'ai appris ça en lisant de la sociologie, du moins me référant à des sociologues de mon université. Et donc, on voit bien que la protection des majeurs est à cheval entre l'aspect familial de la génération et l'aspect sociologique de la génération. Et qu'elle
quelle dimension va peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas entre la dimension familiale, que je pourrais appeler microsociale, et la dimension plus sociologique, macrosociale, une interaction, une infusion de la guerre des générations dans la destruction de la solidarité associative ou familiale. Et c'est comme ça que j'ai pu identifier le défi intergénérationnel auquel nous faisons allusion. Et oui, parce que mes zoomers, ils renvoient aux 68 arts ce qu'eux-mêmes avaient fait à leurs parents. Moi, je me souviens, les vieux ont traité ses parents de fachos, quoi, vous voyez. Et bien aujourd'hui, ils nous traitent de fachos aussi. Moi, j'écoute mes ex-étudiants, et les filles est à droite, vous voyez. Ils critiquent tout. On est responsable collectivement de la crise écologique, des excès du capitalisme, du colonialisme, de l'esclavage, de tout, du fait qu'on n'ait pas suffisamment de la distinction des genres, qui est une vraie ligne de fracture chez nos jeunes. Hein, vous savez, moi j'écoute ce qu'ils me racontent, mes étudiants qui ont 18 ans, 17 ans. Pour eux, la distinction de genre, c'est quelque chose de majeur. Hein. C'est eux un vrai clivage. Nous, on avait des clivages droite-gauche sur des questions sociales. Eux, c'est vraiment le sociétal qui l'emporte. La lutte contre le racisme, pas forcément l'antisémitisme, le racisme, mais les choses de genre sont devenues des choses premières. Et plus ils sont éduqués, plus ils sortent d'une famille, je dirais, de classe SSP+, plus ils sont intéressés. C'est des critères de clivage. Bien. Et donc, il nous renvoie, ce miroir, et donc la question que je me pose, c'est est-ce que ce discours macro-social s'infuse au niveau micro-social? Alors, je ne voudrais pas déflorer la journée, mais je suis un peu optimiste, parce que quand je vois quand même mes jeunes, ils ont une vocation à la solidarité, ils aiment la famille, ils en parlent, et ils ont une implication dans les associations très forte. Donc je ne suis pas pessimiste, si vous voulez, comme ça, de retour de mon expérience, mais elle n'est peut-être pas tout à fait, je veux dire, significative, mais je crois qu'il y a une différence entre le discours qui serait une guerre, un clash des générations, et la réalité de ce que font les gens, une discordance entre le discours et l'action, ce qui est somme toute relativement courant. Je n'exclus pas qu'il existe des égoïstes, des individualistes, des nombrilistes qui refusent cette solidarité, bien évidemment. Et voilà pourquoi ce colloque met l'accent sur les manifestations de cette solidarité qui au cœur sont la transmission et le partage, et avec ces devoirs des jeunes envers les plus vieux et des plus vieux envers les jeunes. C'est une réciprocité de solidarité auquel nous avons affaire et auquel est confrontée la protection du majeur. Alors, cette transmission et ce partage peuvent s'anticiper, on va le voir tout de suite ce matin, mais peuvent aussi être vécus comme imposés, comme quelque chose, tous les devoirs, comme tous les devoirs juridiques, ne sont pas spontanément respectés et qu'il faut aussi imposer. Et vous voyez que ces questions, cette conflictualité qu'on pourrait voir sociologiquement, ne doit pas, c'est le mot, masquer d'autres questions. La solidarité intergénérationnelle ne doit pas nous faire oublier qu'il y a d'autres critères de distinction qui peuvent aussi être pertinents, comme les distinctions de sexe, de classe sociale, culturelle, d'éducation, etc.
Et bien évidemment, ça sera à l'occasion d'autres colloques d'affect que nous retrouverons ces questions et que nous les mettrons en lumière. Je vous invite d'ores et déjà à noter dans vos tablettes, mais on vous le redira après, la date du 27 septembre 2025, puisque dans un an, un jour près, nous serons ici, puisque Madame Antoun, merci encore, et la mairie d'Arcachon et les équipes du Palais des Congrès nous ont réservé la salle dans un an, le 27 septembre. Bloquez la date et bon colloque à tous en attendant. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Alors on va démarrer, comme tu l'as dit Georges, par les dispositifs d'anticipation. On va se passer du PowerPoint pour l'instant. Et donc, je vais vous demander d'accueillir Nathalie Peterka, qui est professeure à l'Université de Paris-Est-Créteil, Université Paris 12, directrice du Master Droit Privé, Parcours Droit Privé des personnes et des patrimoines et du Master Droit Privé, Parcours Protection de la personne vulnérable, directrice du DU de MJPM, co-directrice du DIU d'expertise médicale dans le cadre de la protection des majeurs, Jean-Marie Plazy, professeur de droit privé et sciences criminelles, et François Rosier, représentant de France Assureurs, représentant au CCSF de 2015 à 2023 et directeur du droit en conformité jusqu'à mars 2024. Ça marche? Oui. Bien, mesdames, messieurs, ravis d'être ici ce matin à nouveau et donc de participer à cette table ronde sur les dispositifs d'anticipation de la protection, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à Jean-Marie Plazy, puisque c'est lui qui a gentiment accepté d'introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Un immense merci aux organisateurs de ce colloque et sur le thème effectivement qui a été choisi. Alors, les dispositifs d'anticipation. Alors d'abord, un lien entre, j'allais dire, le titre de ce colloque et puis les dispositifs d'anticipation. Je pense que celui qui, une fois encore, aura le mieux résumé les choses, c'est le doyen Carbonnier. La famille est le berceau de la protection. Et effectivement, encore aujourd'hui, on se rend compte que les familles sont les premières ici à pouvoir assurer cette protection. Et on voit bien ici que l'anticipation qui va intervenir au sein de la famille est propre à pouvoir assurer la protection du majeur. Alors je vais insister surtout dans cette introduction, et si le PowerPoint peut arriver, mais ça c'est pas bien grave, sur le terme d'anticipation, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un fantasme. On fantasme comme on peut et sur ce qu'on veut, ou ce qu'on peut, autour de l'anticipation. L'anticipation, qu'est-ce que c'est? C'est prendre, là aussi, j'ai été amené à regarder un petit peu sur le dictionnaire, c'est prendre par avance, c'est prévoir, c'est devancer. Bon. L'anticipation, finalement, c'est pas le propre de l'homme, finalement, c'est un élément essentiel puisque sa survie le conduit naturellement à anticiper sur le plan matériel et juridique. Et je trouve qu'il y a une citation de Léonard de Vinci qui est tout à fait adaptée. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Autrement dit, prévoyez. Alors, les dispositifs d'anticipation en droit positif. Alors, on constate qu'autour de ce terme d'anticipation, il y a une véritable frénésie, comme si l'anticipation pouvait tout guérir, permettre finalement de régler toutes les difficultés. Et effectivement, je dirais que cela est illustré en particulier par le mandat de protection future. Je pense qu'on a fait jouer au mandat de protection future, en particulier, un rôle majeur en disant, voilà, c'est la figure de l'anticipation et ça va se développer.
Oui, enfin, pas encore. Ça viendra, sans doute. Lorsqu'on envisage les mécanismes d'anticipation, on est bien obligé de constater qu'il y a des mécanismes spéciaux d'anticipation et des mécanismes généraux d'anticipation. Mécanismes spéciaux, bien justement, le mandat de protection future. Et puis, vous avez des mécanismes beaucoup plus généraux. La technique sociétaire, lorsque par exemple on va créer une SCI dans la perspective d'assurer l'hébergement de la personne fragile, eh bien effectivement il y a ici de l'anticipation. Alors cette anticipation, ce qu'il faut remarquer en premier lieu, c'est qu'elle est plurielle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'anticipation, on est susceptible d'envisager une multitude de finalités. La première finalité, c'est peut-être celle, et historiquement, c'est cette finalité qui a été avant tout visée, c'est la transmission du patrimoine. Il n'y a pas meilleure illustration de l'anticipation que justement dans cette transmission du patrimoine. C'est l'hypothèse de la donation, c'est l'hypothèse de la donation-partage, c'est le recours au testament. Donc je vais anticiper, et notamment en particulier avec le mécanisme de donation, je vais anticiper ici la transmission de mon patrimoine. Également, et sans que cela soit forcément opposé, il peut y avoir également comme finalité la protection patrimoniale des proches. C'est-à-dire qu'on va être amené à utiliser des mécanismes, et je pense en particulier à l'assurance vie, pour assurer finalement, un vécu, un certain confort ici aux proches. Également, cette anticipation, ça peut être relativement aux volontés personnelles de l'individu. Exemple en particulier dans le droit de la santé, les directives anticipées, le choix d'une personne de confiance. Ça peut être également la volonté de protéger sa propre personne et son propre patrimoine. C'est l'hypothèse du mandat de protection future. Ça peut être également la volonté de protéger la personne et ou le patrimoine de ses proches. Et là, on peut songer par exemple à la tutelle testamentaire des parents qui vont envisager leur disparition et donc la nécessité de protéger leur enfant en désignant ici un tuteur. Ça peut être le mandat à effet posthume, ça peut être le mandat de protection future pour autrui. Donc, première remarque, c'est que cette anticipation, effectivement, elle est plurielle. On a dans notre boîte à outils énormément d'outils à notre disposition qui peuvent être utilisés. Alors, quand on essaie de trouver un peu des traits communs à cette protection, d'abord, peut-être, celui qui va être à l'origine de l'anticipation doit être sain d'esprit. C'est un élément essentiel, que ce soit pour la transmission du patrimoine, je pense à l'article 901 du Code civil, mais ça peut être également au recours au mandat de protection future, je pense à l'article 414-1. Donc celui qui anticipe doit être en mesure de disposer de ses facultés mentales et ce qui nous amène à un constat finalement tout simple, c'est que cette anticipation, elle doit intervenir très en amont de l'éventuelle altération des facultés mentales. Également, cette anticipation, elle doit être légitime. Elle doit être légitime et elle pourra très souvent faire l'objet d'un contrôle de la part du juge. Je pense par exemple à un mécanisme d'anticipation que l'on peut envisager notamment dans des donations, lorsqu'on craint que le donataire ne soit peut-être un peu prodigue, eh bien des clauses d'inaliénabilité. C'est peut-être l'exemple le plus connu ici où on va anticiper la prodigalité, on va donc mettre en place une protection avec ces clauses d'inaliénabilité, mais attention, elle doit être légitime, elle doit être ici limitée dans le temps, et le juge va pouvoir procéder ici à un contrôle. Bon. Et puis, dernière remarque, mais je pense qu'elle peut intervenir ici et maintenant, c'est que lorsqu'on parle d'anticipation, on peut avoir d'abord un mécanisme d'exclusivité, c'est-à-dire que je choisis un outil, un seul outil, uniquement l'assurance vie, ou bien je choisis uniquement le mandat de protection future. Mais il y a également cette idée de complémentarité. Je veux dire que ces outils d'anticipation sont complémentaires les uns les autres. Enfin, du moins,
peut-on l'espérer? On va voir que, effectivement, lorsqu'on parle de mandat de protection future et de fiducie, effectivement, la complémentarité n'est pas là. Mais, en tout cas, il peut y avoir cette idée de complémentarité. Donc, ceci étant présenté, on peut faire un constat que tout le monde peut faire. C'est que malgré tous ces outils, eh bien, on est obligé de constater que l'anticipation rencontre peu de succès. De tous les outils que j'ai été amené à citer, je pense qu'il y en a un qui est très utilisé, c'est l'assurance vie. Les autres, ma foi, on les cherche. D'où sans doute une interrogation, parce que je suis d'accord sur la voie de l'anticipation, de développer l'anticipation, mais à un moment donné, il faut se poser la question, si ça ne marche pas, soit on améliore, soit on fait disparaître ces mécanismes. Comment et pourquoi ça ne marche pas, l'anticipation? Alors d'abord, il y a sans doute une raison tout à fait légitime et classique, hein, c'est la méconnaissance des mécanismes. Il suffit d'interroger les personnes dans la rue pour remarquer que mandat à effet posthume, mandat de protection future, directive anticipée, ma foi, on ne sait pas trop ce que c'est parce que le journal de 20 heures n'en parle pas. Peut-être également des raisons psychologiques. Raison psychologique, anticiper, lorsque c'est sur la transmission du patrimoine, c'est se confronter à sa propre mort, pas forcément très agréable. Bon. Et puis, mandat de protection future, pour autrui, c'est se confronter à l'altération de ses facultés ou à l'altération des facultés d'une personne proche et d'un enfant en particulier. Donc, il y a une sorte de... Et ça, bien évidemment, le juriste est assez impuissant à expliquer cela, mais il y a sans doute un frein ici à l'anticipation. Et puis, un dernier élément qui, moi, me semble essentiel, parce que je pense qu'on en a un exemple dans un droit qui est tout à fait différent, qui est le droit des régimes matrimoniaux, c'est le fait qu'on a dans notre droit, aujourd'hui, et malgré toutes les critiques que l'on peut faire, eh bien, la possibilité de protéger une personne alors même qu'elle n'aurait pas anticipé. C'est ce que j'appellerais, moi, la place du droit supplétif en droit français. Je n'ai pas prévu, mais notre droit a prévu à ma place. En d'autres termes, et de manière un petit peu vulgaire, et vous me le pardonnerez, pourquoi m'embêter à faire un mandat de protection future alors que le jour où, effectivement, je perdrai mes facultés mentales ou qu'elles seront altérées, eh bien, un juge pourra mettre en place une mesure de protection. Plus on développe ce droit supplétif, plus, finalement, l'anticipation va s'expliquer sans doute moins. Pourquoi les Français... et c'est pour ça que je me rapprochais de cette matière bien connue de Nathalie Peterka des régimes matrimoniaux. Pourquoi les Français utilisent autant le régime légal? Parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, parce que le jour du mariage, on s'intéresse davantage au repas plutôt qu'à l'aspect patrimonial. D'ailleurs, c'est peut-être l'essentiel, en particulier pour les invités. Et parce que notre droit le prévoit. Voilà. Si je n'ai pas fait de choix, le législateur, entre guillemets, fera le choix à ma place. Et ça, c'est un point essentiel. Dans quel pays, finalement, ces mécanismes d'anticipation se sont le plus développés? Dans les pays anglo-saxons, là où le législateur est le moins présent. Donc il y a sans doute un lien à faire entre cette anticipation et ce droit supplétif. Voilà. Donc, une présentation un peu générale de cette anticipation avec... peut-être ici pour moi deux idées qui me paraissent essentielles. C'est que dans cette anticipation, il y a, j'allais dire, un élément essentiel. Un élément essentiel de figure d'anticipation, c'est le mandat de protection future. C'est vraiment, j'allais dire, non pas oui, on peut dire le point le plus abouti, même si, bien évidemment, beaucoup d'améliorations pourront être apportées, mais avec cette idée que à cet outil, on va pouvoir ajouter d'autres outils. Et c'est vraiment cette idée de complémentarité. Et souvent, quand
on enseigne et on dit aux étudiants, mais voilà, vous avez tel outil, tel outil, tel outil. Et souvent, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, et on ne peut pas leur reprocher, hein, on est passé par là avant, on se dit, effectivement, il y a tel outil, et on utilise uniquement cet outil. Mais point du tout. On va pouvoir utiliser énormément d'outils qui vont compléter le mandat de protection future, voire parfois qui vont être amenés à le remplacer. Donc, je vais axer ma réflexion dans un premier temps sur les compléments au mandat de protection future. L'idée, elle est relativement simple, c'est que le mandat de protection future représente un outil essentiel, mais qui peut être complété par d'autres mécanismes, et d'autres mécanismes qui sont autant de nature patrimoniale que de nature personnelle, ou plus exactement juridique. Nature patrimoniale au sens de transmission du patrimoine. Premier élément de réflexion, les compléments de nature patrimoniale. Effectivement, on ne pourra pas, ou généralement, on ne se contentera pas du mandat de protection future, voire on remplacera ou on mettra de côté ce mandat de protection future en utilisant d'autres mécanismes qui nous sont offerts par le droit patrimonial, par le droit du patrimoine. Bon. On a un exemple immédiat qui vient et qui sera développé ultérieurement, c'est le recours à l'assurance vie. Effectivement, ce recours à l'assurance vie est un élément qui peut être utilisé de manière isolée, mais qui va pouvoir arriver en complément d'un éventuel mandat de protection future. C'est-à-dire que je peux souhaiter indiquer la manière dont mon patrimoine va être utilisé, mais en même temps envisager une transmission du patrimoine et donner à mon mandataire la possibilité de souscrire un contrat d'assurance vie. Bon. La question, elle est aujourd'hui tout à fait classique, hein, depuis 2007. Justement, c'est cette question qui confronte l'assurance vie au mandat de protection future, avec effectivement la question, notamment relativement à la désignation du bénéficiaire d'une autorisation du juge, du fait de l'article 490, alinéa 2. Bon. On va pouvoir également utiliser les libéralités. Et en matière de libéralité, je pense qu'il y a sans doute des libéralités peut-être plus adaptées que d'autres. Et c'est là peut-être qu'on peut regretter que la pratique n'utilise pas suffisamment certaines de ces libéralités. Alors, une libéralité très classique, que l'on connaissait très bien au XIXe siècle, mais qui a toujours aujourd'hui, dans une perspective de solidarité familiale, son utilité, c'est la libéralité avec charge. Effectivement, on va être amené à prendre en charge une personne et finalement à lui transmettre des biens, mais avec cette charge de s'occuper du donateur. Également, les libéralités graduelles et résiduelles. Là aussi, ces libéralités graduelles et résiduelles, il faudra bien les, je dirais, trouver quand on va les utiliser, et notamment en fonction de la finalité qui est recherchée. La libéralité graduelle, c'est cette idée que je transmets un premier bénéficiaire et au décès de ce premier bénéficiaire, la libéralité sera transmise à un second bénéficiaire. On se dit c'est génial, notamment si mon premier bénéficiaire est une personne vulnérable, en particulier une personne prodigue. Enfin, génial, pas forcément. Hein. Quand je vais lui transmettre un immeuble et que cet immeuble représente une charge financière extrêmement importante, est-ce que je suis encore dans le cadeau? Ou est-ce que je suis dans le boulet que je transmets? Hein. On peut véritablement se poser la question. Donc, les libéralités graduelles, vraiment, il y a toujours cette interrogation qu'il faut avoir. En revanche, et là où je suis un peu plus peiné, c'est que ne soient pas davantage utilisées les libéralités résiduelles. Les libéralités résiduelles représentent ici un mécanisme génial. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ce qui est avancé, c'est l'intérêt de la personne. Hein. On va utiliser tous les biens qu'on lui transmet et, si effectivement il reste un reliquat, il ira au second bénéficiaire. Mais simplement, on met vraiment en avant ici l'intérêt de protéger une personne en particulier. Et pour des gestionnaires de patrimoine, il peut être très intéressant bien justement de mêler cette technique des libéralités résiduelles avec d'autres techniques, comme par exemple la renonciation anticipée à exercer l'action en réduction.
dans le cadre notamment d'utilisation, de donation-partage. Voilà, ça peut être... C'est un outil complémentaire, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment là où j'insiste bien, il n'y a pas un outil miraculeux, il y a une pluralité d'outils et il faudra essayer, bien évidemment, de mêler ces outils. Voilà pour les compléments de nature patrimoniale. Puis on a également, et j'allais dire surtout pour le juriste, des compléments de nature juridique. Ici, l'idée, elle est relativement simple, c'est qu'on va pouvoir être amené à envisager des mécanismes d'anticipation relativement élaborés, très larges, avec un domaine très large, et j'allais dire, c'est génial parce que, pardon, excusez-moi, la seule limite qui est posée, et il faut reconnaître quand même qu'elle est quand même très éloignée, c'est l'ordre public. Bon. Donc ça laisse quand même une marge de manœuvre qui est quand même relativement importante. Également, il ne faudra pas sous-estimer certaines interdictions qui interviennent dans notre code, et je pense en particulier à l'article 509 du Code civil. C'est-à-dire que je vais pouvoir anticiper, notamment dans un mandat de protection future, mais attention, je ne vais pas pouvoir anticiper sur tout. Et l'exemple de la fiducie est sans doute en ce domaine extrêmement intéressant. Et puis également, dans ce mécanisme d'anticipation très large, ne pas oublier l'intervention du juge. On n'est pas dans du tout contractuel, et j'espère bien que nous n'arriverons jamais dans du tout contractuel. Parce que c'est bien beau de dire le conventionnel, c'est génial, ça permettra de tout résoudre. Non, il faut, à mon avis, que le juge conserve ici une place essentielle. Et l'article 426, que vous connaissez parfaitement, relatif au logement, ici l'article 427, l'article 490 alinéa 2, représente vraiment cette idée d'un contrôle du juge lorsqu'on envisage des actes à titre gratuit me semble un élément essentiel. Essentiel parce que transmettre un patrimoine, c'est dangereux. Cette idée toute bête, mais quand je donne, je n'ai plus. Donc attention, hein, quand on nous dit il faut donner, il faut donner, il faut donner, oui, mais attention, il faut surtout prévoir un certain nombre de limites. Donc on va pouvoir utiliser finalement très largement le mécanisme conventionnel pour organiser cette anticipation. Et il faut bien voir ici que cette anticipation, elle pourra prendre des formes différentes. Lorsqu'elle concerne un majeur, c'est le mandat de protection future à titre principal, mais lorsqu'on est face à un mineur, on pourra envisager d'autres mécanismes d'anticipation, comme je l'ai cité tout à l'heure, la tutelle testamentaire, voire, j'allais dire, une succession de ces deux mécanismes. D'abord, tant qu'il est mineur, la tutelle testamentaire, et puis ultérieurement, le mandat de protection future. Également, on va pouvoir ajouter des dispositifs d'anticipation de nature médicale. Je les ai indiqués tout à l'heure, et qui pourront très utilement compléter le mandat de protection future. Alors, c'est vrai que je suis assez hostile à ce que ces mécanismes qui sont prévus par le droit de la santé puissent intégrer le mandat, parce que dans le mandat, il y a une certaine rigidité. Et on voit bien que dans ces dispositifs médicaux, il risque d'y avoir une pérennité moindre. Et donc, il peut être ici utile de les avoir, mais en complément et non pas intégrés au mandat de protection future. Et puis enfin, je l'ai indiqué déjà, mais le recours aux libéralités, c'est un mécanisme très intéressant à la fois de solidarité intergénérationnelle, mais également d'anticipation. Et ici, un avis de la Cour de cassation qui me semble, enfin moi que j'ai trouvé très bien, c'est l'avis du 15 décembre 2021, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'aurait pas suffisamment anticipé, je dirais il y a une possibilité entre guillemets de rattrapage, mais à condition de pouvoir connaître la volonté de celui qui est aujourd'hui protégé. Et ça, c'est un élément essentiel. Il ne faut jamais oublier qu'une libéralité suppose une volonté essentielle de celui qui va être amené à donner. Alors,
on l'aura vu hein, ici, ce sont des mécanismes qui vont pouvoir accompagner le mandat de protection future. Voyons dans un second temps et rapidement, pour ne pas dépasser trop le temps, les alternatives au mandat de protection future. Alors, des alternatives, elles existent et elles sont issues soit du droit commun, ça peut être purement et simplement le mandat de droit commun, ça peut être la procuration, on peut puiser également dans le droit des successions avec le mandat à effet posthume, on va pouvoir également envisager l'exécuteur testamentaire. Donc on a effectivement des figures juridiques qui permettent finalement de remplacer ce mandat de protection future. Alors les remplacer ou, et c'est toujours la même idée, les compléter. Puisque, effectivement, on peut toujours envisager, à côté du mandat de protection future, ces autres mécanismes. Un mandat de protection future n'exclut pas, bien évidemment, la nomination d'un exécuteur testamentaire, n'interdit pas, bien évidemment, le recours à un mandat à effet posthume, etc. Donc, il y a une forme de complémentarité. Mais attention, là aussi, pardonnez-moi ma vulgarité d'un instant, les emmerdements commencent quand on est deux. Quand on est tout seul, a priori, ça devrait bien se passer. A priori. Bon. C'est à partir du moment où on est deux, hein, un frère et une sœur à l'occasion d'une succession, un couple, etc., etc., etc. Bon. C'est bien beau d'essayer de démultiplier les personnes qui vont intervenir au sein d'un mécanisme d'anticipation. Mon fils va s'occuper du mandat de protection future. Ma fille va être nommée pour exercer la fonction de mandataire dans le mandat à effet posthume. Ma sœur va, etc., etc. Alors c'est bien beau de démultiplier les missions, mais attention, avec un double danger. D'abord celui de la mésentente, c'est-à-dire que les personnes qui vont être nommées risquent de rentrer en conflit, purement et simplement. Et puis également, et c'est sans doute la limite de l'anticipation, c'est bien beau de dire « je vais tout prévoir », mais on ne peut jamais tout prévoir. Et c'est la limite de l'acte juridique par rapport ici aux volontés ou par rapport à l'évolution de la vie et des circonstances. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de contradiction entre les divers mécanismes d'anticipation que l'on va pouvoir utiliser. Et la jurisprudence nous a donné, alors je l'avais... Vous retrouverez la référence hein, dans le plan que j'ai transmis, mais on a quelques exemples d'une opposition en termes de pouvoir entre le mandataire dans un mandat à effet posthume et l'exécuteur testamentaire. Sachant que l'article 812 ici, et c'est bien quand on a un article qui le prévoit, va donner une prévalence ici à l'exécuteur testamentaire, puisqu'on vous dit bien sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire. Donc attention, lorsqu'on est amené à choisir plusieurs outils, que ces outils ne se contredisent pas. On peut avoir un exemple également entre le mandat à effet posthume et le mandat de protection future, puisque l'opposition s'explique aisément parce qu'ils obéissent à des finalités différentes. Le mandataire de protection future représente ici la personne que l'on entend protéger, il agit en son nom, son mandat va pouvoir porter sur tous les biens de la personne que l'on entend protéger, et non pas ici sur les biens qui composent la succession ici du mandant. Donc il faudra bien à chaque fois voir le domaine dans lequel l'anticipation va être envisagée. Et puis, dernier point, et je transmettrai le relais, ici, c'est finalement de savoir qu'il y a sans doute aujourd'hui des alternatives. Et je n'insisterai pas parce que c'est le sujet qui va être traité dans un instant, c'est le moyen justement de transmettre la parole. C'est à propos ici des alternatives au mandat de protection future, puisqu'on se rend compte qu'il comporte aujourd'hui un certain nombre d'imperfections dont manifestement le législateur finalement Nacure ne s'intéresse pas beaucoup. Et ici, on a sans doute une figure. Alors une figure qui ne sera pas adaptée, bien évidemment, à tous les patrimoines, c'est une évidence. Mais une figure juridique qui peut être très intéressante,
qui est bien évidemment la fiducie. Avec un point que vous connaissez parfaitement, et bien mieux que moi, c'est cette idée que très souvent vous nous entendez, et les uns et les autres, parler de figures comme la fiducie. Et puis, vous vous dites sans doute, oui, mais 80% de mes majeurs, la fiducie, quand il reste 10 € à la fin du mois, la fiducie ne sera peut-être pas le remède miracle. Bon, effectivement, ça, c'est un élément évident qui concourt à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, par définition, il faut toujours s'adapter à la vie de la personne, s'adapter à son patrimoine, etc., etc. Et donc, certaines figures juridiques ne pourront pas être utilisées pour certains des majeurs protégés. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de constater que pour un certain nombre de patrimoines, l'impossibilité de recourir à la fiducie du fait de l'article 509, qui est réservé à la tutelle, mais la Cour de cassation nous a montré combien cet article 509 était susceptible finalement d'être appliqué à d'autres mécanismes de protection. Eh bien, ce mécanisme de la fiducie pourrait se présenter comme un mécanisme extrêmement intéressant. D'abord parce qu'il va s'agir de transmettre le patrimoine et d'en transmettre la gestion à une personne, finalement, qui est particulièrement douée pour cette gestion. Le fiduciaire, c'est un professionnel. C'est un professionnel et c'est toute la vertu de la fiducie. Il va pouvoir agir sans qu'à chaque fois, le juge des tutelles soit obligé d'intervenir. Alors, loin, ici, ma volonté d'éloigner le juge des tutelles. J'aime le juge des tutelles. Bon. Tout simplement parce qu'il est un juge protecteur. Et donc, son contrôle est indispensable. Il est indispensable, mais peut-être à un moment clé, qui est celui de la signature du contrat de fiducie. De vérifier le contenu de ce contrat de fiducie. Et puis, ultérieurement, eh bien, que le fiduciaire puisse agir librement. La mission du juge étant ici de vérifier que ce contrat va bien dans l'intérêt du majeur. Voilà. Donc, à voir, puisque actuellement, on se heurte à une très grosse difficulté d'utilisation de ce mécanisme lorsque la personne est dans un régime de protection de représentation, mais il serait sans doute opportun de faire évoluer ici ces limites qui existent actuellement. Conclusion, la conclusion, elle est très simple, et je vais finalement me répéter. C'est d'abord que notre droit, aujourd'hui, offre une pluralité de mécanismes d'anticipation. J'allais dire, attention peut-être à ne pas en créer davantage, parce qu'on a toujours un petit peu cette tendance à dire « Ah ben tiens, on va créer un autre mécanisme ». Bon, d'abord peut-être un constat, est-ce que ça marche, etc., etc. Donc on a une pluralité de mécanismes. Bon. Un élément, c'est cette pluralité de mécanismes, elle n'est pas utilisée. Et c'est dommage, et il faudra peut-être y remédier. Et il est peut-être temps de s'interroger sur les raisons pour lesquelles il y a une absence de succès de ces mécanismes de protection. Et puis, troisième idée, l'anticipation ne pourra pas tout résoudre. D'abord parce qu'on ne pourra pas toujours tout anticiper. Et on est là aux limites de la Convention, par définition. Donc, malgré cette Convention, et ça pourrait être une idée ici à développer, malgré cette idée de recours conventionnel, il faut néanmoins laisser une place au juge. Parce qu'on ne pourra jamais tout prévoir. Et parce qu'on a peut-être prévu une partie, eh bien, pour ce qui n'a pas été prévu, le juge des tutelles aura toujours ici un rôle à jouer. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire relativement à ces mécanismes d'anticipation, et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Marie. On va passer la parole à notre grand témoin. Je voudrais juste rappeler, alors c'est mon rôle pénible de mettre du temps, que le temps est compté pour les intervenants et qu'il y a un tout petit timer là. Vous voyez Jean-Marie, c'est moins 10:40 en rouge. Et donc normalement à 10:50, la chaise sautait.
Donc voilà, si vous pouvez, tout est passionnant bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais si vous pouvez réduire respecter le temps de parole. Voilà, c'est l'introduction. Donc on va laisser la place à Anne et puis ensuite Nathalie. C'est patient. Oui, on entend, merci. Alors je vais essayer de ne pas avoir un fauteuil éjectable non plus. Une observation, Jean-Marie, merci beaucoup pour votre explication, même si elle est longue, en tout cas elle était essentielle. Je retiens qu'on a des outils patrimoniaux multiples, qui se croisent, qui se complètent, vous me voyez venir, qui évidemment peuvent, sous le contrôle du juge, permettre de respecter la volonté et l'intérêt de la personne. La difficulté, c'est tout le champ personnel, le soutien des capacités personnelles pour que l'expression de la volonté puisse continuer à être accompagné, assisté, représenté parfois. Et quand vous dites, alors je ne demande pas de réponse tout de suite, je le mets juste dans le débat, quand vous dites attention sur les dispositifs médicaux, directives anticipées, personnes de confiance, il faut éviter de les mettre dans le mandat de protection future parce que le mandat de protection future est rigide, j'émets une nuance parce qu'il me semble que nous avons, nous civilistes, une vision patrimonialiste de la protection, alors qu'il faut faire entrer ces nouveaux outils de protection de la personne en pensant les directives anticipées à la personne de confiance, non pas seulement dans le champ sanitaire, mais aussi probablement dans le champ médico-social, c'est-à-dire dans le champ de l'accompagnement, qui est souvent un gros mot, mais qui permet de compléter les différentes dimensions. Donc voilà juste ce que je voulais dire à ce stade. Merci. Donc cette première table ronde met le focus sur les dispositifs d'anticipation de la protection. Ces dispositifs, on a commencé à le voir, participent largement des outils de solidarité intergénérationnelle. L'anticipation de la protection a vocation à être effectuée dans un souci de protection de soi-même ou de sa famille et dans un souci de protection du patrimoine, donc de conservation et de transmission du patrimoine familial. Le droit français, ça vient d'être dit, offre un très large éventail d'instruments. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a créé plusieurs dispositifs permettant de protéger le successible vulnérable ou le patrimoine familial au décès du décujus. C'est notamment le mandat à effet posthume qui permet de confier la gestion du patrimoine au décès à un mandataire afin de protéger le successible vulnérable et ou le patrimoine successoral. Cette réforme a également modernisé les anciennes substitutions fidéicommissaires, ce sont les libéralités graduelles et les libéralités résiduelles dont Jean-Marie vient de nous parler. Ces libéralités, dans l'esprit du législateur, doivent permettre aux parents d'un enfant vulnérable, c'est vraiment le modèle législatif, ça ressort des travaux parlementaires, il s'agit de permettre aux parents d'un enfant vulnérable de gratifier cet enfant afin de lui permettre de subvenir à ses besoins après leur décès, tout en s'assurant que tout ou partie des biens reviendront au décès de cet enfant à ses frères et sœurs gratifiés en second ordre. Ces éléments montrent que l'anticipation ne porte pas nécessairement sur sa propre protection. Il est aussi possible d'anticiper la protection d'autrui, c'est-à-dire celle de ses enfants. C'est aussi ce que permet le droit de la protection des majeurs. On le sait, la loi du 5 mars 2007 a introduit dans le Code civil le mandat de protection future, ainsi que la désignation anticipée du curateur ou du tuteur, qui en est le diminutif. Ces deux instruments peuvent être utilisés pour anticiper sa propre protection ou celle de son enfant souffrant d'une altération de ses facultés. Le mandat de protection future bénéficie de la faveur du droit de la protection des majeurs, lequel met au cœur de la matière le respect des choix et des préférences de la personne. Ce respect participe de celui
des droits et libertés de la personne, de sa dignité, et ce respect est érigé par un certain nombre d'instruments du droit international et par le Code civil au rang de principe directeur de la protection des majeurs. Ce respect, ce courant, trouve son corollaire dans la déjudiciarisation de la protection, déjudiciarisation que réalisent les principes de nécessité et de subsidiarité. Et la loi de 2007 a considérablement renforcé ces principes en favorisant l'autodétermination de la personne et en promouvant son autonomie, notamment en matière personnelle. Le recours au mandat de protection future est a priori le meilleur vecteur de l'autodétermination puisque la personne organise elle-même sa protection ou celle de son enfant. Et c'est une des raisons pour lesquelles la loi du 23 mars 2019 a propulsé le mandat de protection future au sommet de la hiérarchie des dispositifs de protection. Le Code civil affirme désormais le primat de ce mandat sur tout autre dispositif de protection et non plus seulement sur les mesures de protection judiciaire et d'habilitation familiale. Mais, et ça a été dit, ce primat peine à se concrétiser. Et là, les chiffres sont particulièrement éclairants. Selon une étude du Conseil supérieur du notariat de 2022, seuls 15 800 mandats avaient été conclus en 2019, 14 500 en 2020 et 15 900 en 2021. Ces chiffres contrastent avec le succès rencontré par les mandats d'inaptitude dans d'autres pays, y compris des pays de l'Union européenne. Et cet insuccès du mandat de protection future tient à plusieurs causes, parmi lesquelles figure sans doute l'absence de culture de l'anticipation en France. Mais cela n'explique pas tout. L'échec du mandat de protection future tient en grande partie à ses faiblesses. Le futur registre des mesures de protection, incluant les mandats mis en œuvre et les désignations anticipées, annoncées par la loi Bien vieillir, ne suffira pas à dissiper ces faiblesses. La question se pose dès lors de savoir comment remédier aux lacunes du mandat de protection future, d'abord sur le terrain de sa formation et de sa mise en œuvre, puis sur celui de son fonctionnement, et enfin de déterminer s'il convient de lui substituer ou de le compléter avec un autre dispositif d'anticipation. Comment d'abord remédier aux lacunes du mandat de protection future au stade de sa formation et de sa mise en œuvre? Au stade de la formation, la première difficulté vient d'une mauvaise gestion du temps sous le mandat de protection future. Rappelons que 83% des mandants ont plus de 80 ans, ce qui expose ces mandats aux suspicions de l'entourage. Il en est ainsi lorsque le mandat est conclu alors que les facultés du mandant commencent à décliner ou qu'il fait l'objet d'une procédure de mise sous protection judiciaire. Le risque d'une procédure en nullité du mandat pour insanité d'esprit ou en révocation pour atteinte aux intérêts du mandant est alors particulièrement important. D'autres législations, notamment celle de la Belgique, sont beaucoup plus performantes. Le mandat de protection extrajudiciaire belge implique bien sûr que le mandant soit capable d'exprimer sa volonté lorsqu'il fait l'acte, mais à la différence du droit français, le droit belge dispense le mandat de l'anticipation. Le mandat belge peut être signé et mis en œuvre dans le même temps sans que son maintien en soit fragilisé. Le droit belge ne lie pas la mise en œuvre du mandat au constat de l'altération des facultés de son bénéficiaire. Cette conception garantit un meilleur respect des prévisions du mandant et une meilleure gradation de la protection. La protection peut passer du soutien à l'exercice des droits et à la conclusion d'actes juridiques, à la représentation de la personne pour la gestion de ses biens. Au stade de la mise en œuvre,
les difficultés sont aussi légion, elles ont été maintes fois dénoncées. Outre l'absence de publicité des mandats signés et des mandats mis en œuvre, à laquelle la loi Bien vieillir cherche à remédier, ce sont les conditions de prise d'effet du mandat qui interrogent. Sa prise d'effet est totalement déjudiciarisée. Le juge n'intervient pas pour contrôler la conformité du mandat aux intérêts de la personne. Cette absence de contrôle judiciaire fragilise le mandat, même lorsqu'il est conclu dans un cadre familial. Cette absence de contrôle conduit à différer le contrôle des intérêts de la personne à une procédure en révocation du mandat, éventuellement diligentée par la famille. La jurisprudence de la Cour de cassation et celle des juges du fond le montrent parfaitement et pas seulement dans le cadre des familles recomposées. L'absence d'homologation judiciaire est d'autant plus regrettable que le contrôle du greffe au moment de la prise d'effet du mandat est sommaire. Et ce contrôle, par ailleurs, n'est pas sans susciter des difficultés lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre en France un mandat conclu à l'étranger. Aux conflits familiaux éventuellement suscités par la mise en œuvre du mandat, s'ajoutent alors les difficultés liées à la détermination de la loi applicable au mandat, que ce soit à sa validité ou à sa procédure de mise à exécution. Sur ce point, la proposition de règlement européen ne modifie pas les solutions complexes résultant de la Convention de La Haye sur la protection des adultes vulnérables. Mais ce n'est pas tout. Les faiblesses du mandat de protection future s'observent aussi sur le terrain de son fonctionnement. En matière patrimoniale, le mandat, lorsqu'il est sous seing privé, n'investit le mandataire que du pouvoir d'accomplir les actes conservatoires ou d'administration. Et la qualification des actes résulte du décret de 2008. Or, ce texte ne règle pas toutes les difficultés, notamment en raison de la qualification fluctuante des actes de l'annexe 2. Sous le mandat notarié, le mandat, même conçu en termes généraux, permet au mandataire d'accomplir tous les actes qu'un tuteur peut faire seul ou avec une autorisation. Et cette formule suggère que le mandataire peut accomplir sans pouvoir spécial et sous réserve des clauses contraires du mandat les actes conservatoires ou d'administration, mais aussi les actes de disposition sans autorisation du juge. Alors cette règle soulève une difficulté, ça a été souligné par Jean-Marie, à propos du logement de la personne protégée. Le Code civil subordonne l'aliénation du logement et du mobilier à l'autorisation du juge. Et cette exigence fait partie des dispositions communes aux mesures de protection, donc elle s'applique au mandat de protection future. Le notariat critique la règle et appelle à la déjudiciarisation de la vente du logement. Le Congrès des notaires qui s'est tenu le Congrès des notaires de 2020 avait proposé de permettre l'aliénation du logement sans l'autorisation du juge lorsque la vente avait été permise par une clause du mandat et à la condition qu'un subrogé mandataire y consente. Et cette proposition a été reprise ensuite par une étude du Conseil supérieur du notariat de 2022 consacrée au mandat de protection future. Cette solution est dangereuse, et là je rejoins totalement Jean-Marie qui aime le juge des tutelles. Cette solution est dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, la prise d'effet du mandat ne donne pas lieu en principe à un contrôle du juge. Le juge n'intervient pas pour contrôler la conformité du mandat aux intérêts de la personne. Par ailleurs, les instructions et les autorisations données dans le mandat peuvent perdre de leur pertinence au cours de son fonctionnement. Une autre interrogation a trait aux actes interdits, ça a été aussi souligné, et la question est de savoir si les actes interdits en tutelle le sont aussi au mandataire. Alors, la Cour de cassation n'a pas directement tranché la solution, mais elle semble quand même favorable à cette transposition, parce que la Cour de cassation a transposé les actes interdits en tutelle sous l'habilitation familiale par représentation. Or, le Code civil définit de manière
identiques les pouvoirs de la personne habilitée et celles du mandataire, donc du mandataire de protection future. Donc, a priori, les interdictions de l'article 509 sont également applicables à ce mandat. Les pouvoirs du mandataire souffrent d'imprécisions, ils souffrent également d'insuffisance. Le mandat de protection future ne permet pas, en l'état actuel, d'investir le mandataire d'un pouvoir d'assistance, ce qui heurte le principe de proportionnalité des mesures de protection. Alors, plusieurs travaux du notariat et le rapport de mission interministérielle de 2018 ont proposé d'ouvrir le mandat à l'assistance. La proposition, à l'époque où c'était encore une proposition, la proposition de loi Bien vieillir avait un temps envisagé de consacrer l'ouverture du mandat à l'assistance, mais finalement, cette idée a été renvoyée à une réforme d'ensemble de la protection des majeurs, compte tenu des difficultés tenant à sa mise en œuvre, et ce qu'on peut assez aisément comprendre. À ces faiblesses s'ajoute le contrôle du mandataire, qui est un véritable sujet. Ce contrôle appartient au notaire rédacteur du mandat et il conduit le notariat à se détourner du mandat de protection future au profit de l'habilitation familiale, qui est beaucoup plus simple. Alors, l'étude du CSN de 2022 avait proposé de contractualiser le contrôle des comptes, c'est-à-dire qu'il s'agissait de permettre au mandant de dispenser le mandataire de rendre compte de sa gestion par une clause du mandat ou de confier ce contrôle à un ou plusieurs tiers désignés dans le mandat. Alors, cette litanie des faiblesses du mandat de protection future n'est pas exhaustive. Il faut aussi signaler la délicate articulation du mandat de protection future et du droit des sociétés, toutes les fois que le dirigeant social entend confier au mandataire la mission de le représenter dans la direction de la société. Les fragilités du mandat de protection future ne se limitent pas à la gestion du patrimoine. Elles s'étendent aussi à la protection de la personne. Le Code civil fait ici un renvoi à la doctrine des actes éminemment personnels, au système d'autonomie graduée en matière d'actes simplement personnels et au principe du choix de son lieu de vie par la personne. Alors, ces renvois appellent au moins 3 observations. D'abord, ils conduisent à transposer au mandat de protection future les difficultés de qualification des actes strictement et simplement personnels. Ensuite, la référence à ces textes manque de cohérence. En effet, à quoi bon poser le principe de la capacité de la personne bénéficiaire du mandat en matière personnelle, dès lors que la prise d'effet du mandat de protection future ne prive jamais la personne de sa capacité juridique. Enfin, le Code civil autorise le mandat à confier au mandataire les missions que le Code de la santé publique et le Code de l'action sociale et des familles confient aux représentants de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. Or, l'ordonnance du 11 mars 2020 a posé en matière médicale le principe du consentement aux soins par la personne, au besoin avec l'assistance de son protecteur. C'est seulement lorsque l'intéressé ne peut consentir à l'acte médical qu'il peut être représenté à la condition que le protecteur ait été investi d'une mission de représentation en matière personnelle. Donc aujourd'hui, la référence aux représentants de la personne en tutelle est devenue obsolète. Le législateur permet également d'investir le mandataire des missions de la personne de confiance, et cette disposition soulève elle aussi des difficultés. Alors, une difficulté, mais ce n'est pas la seule. La désignation d'une personne de confiance apparaît comme un acte éminemment personnel, d'où la question de savoir si les parents mandants peuvent investir le mandataire des missions de la personne de confiance à l'égard de l'enfant bénéficiaire du mandat. Voilà autant de questions qui fragilisent le mandat de protection future, à tel point que la mise en place d'un dispositif alternatif, ou du moins complémentaire d'anticipation, se pose.
Les faiblesses du mandat de protection future conduisent à s'interroger sur l'opportunité d'étendre à la protection des majeurs d'autres outils d'anticipation et de solidarité intergénérationnelle. Plusieurs professionnels du droit et des universitaires ont suggéré d'étendre à la protection des personnes vulnérables la fiducie, qui a été évoquée par Jean-Marie. Et cette proposition fut également portée en son temps par le premier rapport Caron-Déglise. Alors, rappelons rapidement que la fiducie consiste à transférer un ou plusieurs biens à un fiduciaire afin qu'il les gère pendant une certaine durée au profit d'un bénéficiaire qui peut être le constituant de la fiducie. Actuellement, le droit français interdit la fiducie au profit des personnes bénéficiant d'une mesure de représentation, la fiducie n'étant autorisée que sous les mesures d'assistance. Une offre de loi adressée aux législateurs en 2023 propose d'abroger cette interdiction. Elle suggère 3 innovations. Ériger la fiducie en un dispositif alternatif de protection en matière patrimoniale afin de renforcer le principe de subsidiarité, autoriser le recours à la fiducie sous toutes les mesures de protection avec l'autorisation du juge, permettre la fiducie à des fins de transmission. Une telle réforme permettrait de mieux anticiper la protection patrimoniale de la personne vulnérable en présence de biens complexes à gérer, tels que des titres de participation dans des sociétés ou des droits d'auteur. Elle permettrait aux chefs d'entreprise d'anticiper la protection de ses biens en cas d'altération de ses facultés, la protection de sa personne étant assurée par une mesure de protection juridique, et d'organiser la protection patrimoniale de ses enfants mineurs ou majeurs vulnérables à son décès. Actuellement, le droit français ne permet pas la fiducie-transmission ou alors de manière très limitée en usant de montages sophistiqués. Cette situation est incompréhensible si on songe que la fiducie, Jean-Marie l'a dit, présente d'indéniables garanties, parmi lesquelles sa publicité sur un registre spécial et la gestion des biens mis en fiducie par des professionnels de la gestion du patrimoine limitativement énumérés par la loi, dont les avocats fiduciaires. Alors, bien sûr, le recours à la fiducie n'est pas adapté à toutes les situations, mais il est regrettable que le droit français continue de priver les personnes vulnérables et leurs familles de ce dispositif de protection de leurs avoirs. Il ne reste plus qu'à souhaiter, mais on peut rêver en cette période instable, qu'une future réforme, peut-être un jour, vienne s'emparer de ces questions. Je vous remercie. Oui, voilà. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt toutes ces explications, effectivement, sur les façons d'anticiper une situation de handicap et prendre en charge un majeur protégé ou qui a besoin de protection. Je vous apporte un tout petit éclairage sur ce qu'est l'assurance et la solvabilité qu'elle procure, sans m'étendre sur les conditions d'utilisation de cette solvabilité qui ont déjà fait l'objet de quelques éclairages, mais surtout qui en feront, je crois, qui feront l'objet d'éclairages cet après-midi. Je note tout simplement qu'aujourd'hui, donc, l'assurance est une industrie, une véritable industrie, puisque son chiffre d'affaires est de l'ordre de 250 milliards d'euros par an, chiffre 2023, qui occupe 150 000 personnes, hors distributeurs. Les distributeurs sont référencés doivent être référencés et immatriculés, et vous le trouvez sur le site de l'Orias, et je crois qu'ils sont à peu près 50 000. Une entreprise d'assurance ne peut proposer
de contrat d'assurance qu'après avoir été agréé, ce qui suppose un contrôle de ses capacités d'administration, gestion et de solvabilité. C'est pareil dans tous les pays, je dirais dans l'économie est fortement développée. Alors, 250 milliards d'euros, sur ces 250 milliards d'euros, il y a 70 milliards d'assurance dommage, on va oublier, parce que ce n'est pas le sujet qui nous intéresse le plus. Donc il reste 180 milliards, dont 150 milliards d'assurance vie. Et à peu près la différence, 30 milliards sur l'assurance santé et prévoyance. Donc voilà, je dirais, en équilibre économique, et en tout cas 170 milliards de prestations pour l'année 2023. Donc un flux économique important. De façon générale, et je pense que ça éclaire le sujet, l'assurance vie est l'outil d'épargne financière majoritaire le plus important des ménages français. Ça, donc, ça montre son importance. Et par rapport à, je dirais, aux besoins pour faire face aux situations d'accident, de vulnérabilité, de dépendance, de handicap, on constate deux outils importants. Alors, d'une part, l'assurance prévoyance, qui n'est pas tout à fait sans intérêt, la prévoyance basique, souscrite par une personne qui exerce une profession, une activité professionnelle, salariée ou indépendante, et qui souscrit un contrat de prévoyance qui a pour conséquence qu'en cas d'incapacité ou en cas de décès, cette garantie protège les proches, et notamment le conjoint, en lui permettant de maintenir un revenu. Ce qui n'est pas tout à fait faux, ce qui a des conséquences indirectes si ce conjoint a en charge, par exemple, un enfant adulte handicapé. Et ça peut se traduire par quelques centaines d'euros mensuels, par plusieurs centaines d'euros mensuels de revenus pour la personne qui a en charge la personne, le majeur protégé ou handicapé. Pas tout à fait sans intérêt, à ne pas oublier, surtout pour les personnes qui exercent en activité libérale. Et puis ensuite, l'assurance vie, qui est effectivement l'outil d'épargne et qui se compose d'un contrat d'assurance en cas de vie, qui peut intéresser la gestion patrimoniale de la personne protégée, et qui prévoit aussi une garantie décès qui peut avoir un intérêt effectivement pour assurer la protection de la personne protégée au décès de l'un de ses parents, de son parent ou d'un proche. Donc je ne détaille pas le fonctionnement de ces garanties, mais déjà financièrement dans le paysage économique, c'est fondamental. Ce qui nous amène peut-être, et cette fois-ci je change complètement de point de vue, alors ces contrats sont souscrits dans un cadre ultra réglementé, avec une réglementation qui se raffine pratiquement chaque année, dans le sens d'une meilleure information, qui prend en charge la situation, qui doit prendre, c'est-à-dire avec une obligation de conseil, qui doit prendre en charge la situation du souscripteur. Sa situation financière, ses connaissances financières, mais ça, ces connaissances financières, on est à peu près tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on n'en a aucune. Donc le sujet est faussement complexe, qui doit prendre en charge la situation patrimoniale du souscripteur, dans la mesure où il déclare sa situation patrimoniale, parce que nous ne sommes pas on n'a pas encore institué un régime d'obligation de communication d'informations patrimoniales complète, même si les évolutions réglementaires tournent ou s'approchent un peu de cette situation. Donc, une obligation de conseil renforcée, qui s'est renforcée. Alors après, je n'interviendrai pas sur la façon dont elle est mise en œuvre, mais en tout cas, ça se traduit par documentation et une quantité d'informations, mais qui ne sont pas toutes, mais qui peuvent aussi, mais qui ne répondent pas nécessairement, automatiquement en tout cas, à la prise en compte du besoin de la personne qui souscrit le contrat d'assurance vie, la spécificité de sa situation. Après, c'est in concreto qu'est prise en charge la situation familiale concrète, particulière, du souscripteur. Alors, qui cherche à protéger un adulte handicapé, protégé, etc., ou du contrat qui est souscrit pour le compte de cet adulte protégé.
Et je signale pour ceux qui n'ont pas un statut encore bien défini qu'il y a une attention particulière des pouvoirs publics sur la prise en compte de la vulnérabilité du souscripteur, sujet qui a fait l'objet de recommandations assez générales de l'autorité de contrôle, parce que vous savez que les professions banque et finance et financières sont alors agréées par une autorité, mais aussi contrôlées par une autorité de contrôle, qui en France s'appelle l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Bien. Et cette invitation à prendre en compte la vulnérabilité, elle est tout à fait compréhensible, mais elle se heurte à une difficulté, c'est que les organismes financiers, dont les assureurs, ne sont pas du tout habilités à recueillir la moindre donnée médicale. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est normal d'être attentif à la situation de la personne qui souscrit, mais en tout cas, en aucun cas, en recueillant des données médicales. À cet égard, la CNIL était parfaitement claire. Donc, une limite importante, et par ailleurs, un sujet sur la souscription de ces contrats, notamment d'assurance vie, que vous connaissez, c'est la situation des personnes, alors dites, comment dire, des abus de faiblesse. Vous avez tous eu connaissance de certains cas d'abus de faiblesse, voire vous en avez eu connaissance dans vos proches. Et ces abus de faiblesse, ils font l'objet de procédures de déclaration, mais enfin, sous deux angles. Alors, une qui n'est pas productive de mesures immédiates sur la personne, comment dire, protégée, ou qui devrait avoir le statut, qui pourrait, en tout cas qui est exposé à l'abus de faiblesse, qui est victime de l'abus de faiblesse, quel que soit son statut, c'est la déclaration à Tracfin. Mais Tracfin, ben, vous le savez, c'est avant tout un ordinateur, hein, qui a pour effet, la vertu de la déclaration, c'est que s'il y a 43 déclarations sur la même personne, à ce moment-là, Tracfin peut apporter une information complémentaire aux autorités de poursuite. Mais c'est tout. Hein. Tracfin, il y a très très peu de personnes, donc ce n'est pas un organisme de protection des personnes victimes d'abus de faiblesse. Et puis ensuite, il y a la déclaration au procureur de la République qui produit ou non des suites suivant l'appréciation du dossier transmis, sachant qu'effectivement, pour que des suites aient lieu, il faut que le dossier soit le plus instruit possible. Bon, mais ça... Alors maintenant, ayant décrit ces deux outils principaux, ayant indiqué l'importance économique de l'assurance vie, tous les chiffres, vous pouvez les avoir de façon très synthétique sur le site de France Assureur, et même que si vous tapez une recherche, si vous faites les données clés de l'assurance, vous avez là une brochure qui donne les données clés, et vous avez tout ce que je viens de vous dire en plus fin. La seule chose qu'on ne trouve pas, c'est autant le chiffre d'affaires de l'assurance vie, vous l'avez. Ce que vous ne trouvez pas très clairement, c'est le nombre de contrats à l'assurance vie. On les évalue à une 50aine de millions. Hein, donc, si j'insiste sur le fait que l'assurance, c'est une industrie. Vous avez 40 millions de contrats habitation, 40 millions de contrats auto, 50 millions de contrats d'assurance vie et à peu près 35 millions de contrats d'individuel accident. Donc vous voyez, une gestion de masse. Hein. Puis je ne cite pas quelques autres catégories de contrats on va pas vous faire un cours. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi maintenant, avec on va prendre du recul, un tout petit peu de recul dans l'actualité récente, mais un peu moins immédiate. Comment on en est arrivé là? Et donc par définition, l'assurance, c'est l'anticipation. Hein. Puisque le fait même de souscrire un contrat, c'est le jour où vous souscrivez. D'ailleurs, vous n'êtes assuré que pour des événements dont vous n'avez pas connaissance, qui ne sont pas survenus, dont vous n'avez pas connaissance de la survenance. Hein. Sinon, il n'y a pas d'aléa. Alors, on en est arrivé là, à ces 250 milliards d'euros de cotisations, et ces 13,5 millions de sinistres réglés chaque année. On en est arrivé là à peu près en partant du 19e, au cours du 19e, de façon simple, c'est développer l'assurance incendie. C'est-à-dire que pour protéger l'essentiel du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, les particuliers ont souscrit des contrats incendie qui couvrent l'incendie. J'ai retrouvé dans la boîte d'archives de la famille un contrat de 1833 qui, tout simplement, le mécanisme, qui est un mécanisme d'anticipation, vous dit, l'assurance du Loir-et-Cher,
pour l'année qui est écoulée, il y a eu tant d'incendies, et donc vous, chers sociétaires, vous devez payer 14 francs pour payer les 28 incendies du département. Quelques années plus tard, on arrive à ce développement de l'assurance dommage et de l'assurance vie, qui font que, à peu près, on a en France une centaine d'assurances obligatoires et des outils extrêmement réglementés, et de nombreuses garanties obligatoires. Je prends par exemple l'assurance santé complémentaire que les employeurs doivent souscrire. Je prends le contenu de ces assurances. Vous savez tous que l'assurance santé complémentaire, il y a à peu près 90% du contrat qui est écrit, qui est déjà écrit, dont le contenu des garanties est fixé, pas les montants de garantie, mais très très encadré par le législateur. Et le contrat d'assurance vie qui est de plus en plus réglementé, y compris sur les allocations d'actifs qui sont choisis, les supports en UC, qui sont eux-mêmes de plus en plus réglementés, comme dans le contrat, le PER, qui vient d'être réformé, d'évoluer les dernières années. Et j'en viens maintenant, comment anticiper par rapport à ces adultes protégés ou qui vont le devenir. Parce qu'effectivement, à peu près un ménage sur deux a au moins un contrat d'assurance vie et parfois plusieurs. Et la question qui se pose notamment, qui s'est posée récemment au CCSF, a été celle qui est examinée du développement de l'assurance dépendance, qui est un exemple intéressant. Alors je reviens 5 minutes sur l'incendie. L'incendie, c'est un événement simple. On comprend ce que c'est qu'un incendie. Pour pouvoir assurer l'incendie, il y a un actuaire. Et aujourd'hui, dans une entreprise d'assurance, il y a nécessairement une assurance. Il y a nécessairement un responsable de l'actuariat qui fait le calcul de la fréquence et du coût et qui dit, pour pouvoir payer les sinistres prévisibles, il faut avoir un montant de cotisation de temps. Et donc, quelle que soit la préoccupation ou le besoin d'assurance, il faut à un moment le formaliser en une fréquence, un coût moyen et, je dirais, une mesure de ce qu'on appelle alors l'écart type, une mesure des possibles dérives de ce calcul. Parce que tant que vous ne formalisez pas l'événement garanti, vous ne permettez pas, qu'on ne puisse pas, tant que vous ne le formalisez pas, on ne pourra pas recueillir d'informations sur sa fréquence, ni sur son coût moyen. Donc, il n'y aura pas d'offre d'assurance qui se portera automatiquement sur cet événement. Alors, tout ce débat, tous ces types de réflexions ont fait l'objet de débats de société, dont un sujet, je n'en citerai qu'un, c'est l'assurance des catastrophes naturelles, qui a été rendue obligatoire en 1982, où le législateur, à ce moment-là, l'État, a dit « tout contrat d'assurance de biens sera réputé couvrir les catastrophes naturelles ». C'est-à-dire qu'il ne laisse pas la liberté aux parties de choisir le contenu garanti. On a fait ça, pourquoi? Parce que tout le monde a un contrat d'assurance habitation. En France, le taux de couverture est supérieur à 98%. Enfin, on fait partie des quelques pays d'Europe à être dans cette situation. Et quand vous avez des amis qui vivent ailleurs, au Maroc, en Russie ou en Asie, et qu'il y a un dégât des eaux et qu'il n'y a personne qui est assuré, qu'il n'y a qu'une personne sur 5 qui est assurée dans l'immeuble, ça peut être un problème. Et pourquoi on a fait ça en catastrophe naturelle? C'est pour supprimer l'antisélection. C'est pour faire en sorte que tout le monde participe à la couverture des catastrophes naturelles, que ce soit la personne qui vit en haut de la colline et qui n'est pas exposée à l'inondation, ou celui qui vit dans le lit de la rivière, qui vit à côté du lit du fleuve et qui est exposé plusieurs fois tous les 10 ans. Donc, une solidarité obligatoire qui a été rendue possible en l'espèce du fait du risque de mauvaise prévision d'un événement naturel de grande ampleur par une garantie de l'État accordée à l'organisme de réassurance. Juste pour dire que le législateur a créé un régime public-privé, en quelque sorte, où il y a une solidarité, la souscription est obligatoire, la garantie elle-même
est fixé, les postes de garantie, les dommages sont fixés par la loi, et il y a une réassurance de l'État pour les situations anormales. Alors, tout ceci a très bien fonctionné en France. Il n'y avait qu'une seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'est la sécheresse, qui a causé quelque chose de l'ordre de 10 milliards d'euros de dommages depuis la naissance du système, ce qui n'est pas tout à fait sans incidence. J'en arrive à notre réflexion récente du CCSF, qui s'est penché sur le sujet de la dépendance. Aujourd'hui, et ça je le livre à votre réflexion, aujourd'hui la dépendance fait l'objet d'une offre, je dirais, alors libre, hein, qui concerne environ, en contrat spécifique, 1,5 million de contrats, qui génère un peu la moitié des 800 millions d'euros d'encaissement et qui couvre quelques millions de personnes. Mais le marché a atteint ce stade de développement. Alors, ils avaient deux contrats, 1,5 million de contrats spécifiques, et puis vous avez à peu près un nombre presque équivalent de garanties dépendance associées à des contrats santé. Hein. Et le marché est ainsi, depuis quelques années, sans se développer. La question qui a été examinée par le CCSF, c'est est-ce qu'il est possible de faire plus? Et le CCSF a engagé une réflexion et livré cette réflexion dans une recommandation qui a été publiée cet été, enfin ou plutôt au printemps de 2024, et qui est sur le site du CCSF. Donc pour le détail de cette réflexion, vous avez, je vois 2 minutes, alors je vais respecter à peu près le temps de parole pour vous dire deux choses. La conclusion du CCSF, la recommandation du CCSF, ça a été de dire on ne pourra pas permettre à tous les Français de bénéficier d'une garantie substantielle couvrant la situation de dépendance sans que certaines conditions soient remplies. Ces conditions seraient les suivantes. Il faudrait qu'il y ait une garantie socle qui figure en annexe, ou en tout cas qui soit associée à tous les contrats d'assurance santé. Pourquoi? Parce que tous les Français sont couverts par un contrat d'assurance santé. Ce contrat doit obligatoirement couvrir la dépendance de stade 1 et 2, c'est-à-dire les plus sévères, au sens de l'APA, c'est-à-dire au sens de la définition publique, pas au sens du contrat, pour éviter d'avoir à comprendre les spécificités de telle ou telle définition. Ce socle serait le même, le prix serait le même pour tous, parce que ce serait une sorte d'organisme de coassurance auquel participeraient obligatoirement tous les assureurs santé, et qui donc pratiquerait le même prix. Le prix serait défini dans une gouvernance partagée entre les assureurs, porteurs du risque, et les représentants des pouvoirs publics et des parties prenantes. Et ainsi, je simplifie, mais tous les détails importants, vous les verrez, ainsi pour environ 13,70 €, on pourrait prévoir une rente mensuelle de 500 € par mois, à condition que soient concernées toutes les personnes de plus de 42 ans qui rentreraient dans le système de couverture bénéfice de la garantie. Donc vous voyez une sorte de garantie obligatoire. Et maintenant, ça c'est le principe. Mais ça montre que ce n'est pas tout à fait gratuit pour cette cible très précise. Mais en couvrant cette cible, l'idée c'est que peut-être que ça rendrait viable des prestations complémentaires, enfin des offres complémentaires libres. Maintenant, et je termine ainsi mon propos, comment ça a été reçu? Ça a été reçu par le ministère de l'économie comme c'est un sujet important, on comprend que vous en débattiez. Maintenant, votre proposition, elle soulève des questions, des difficultés juridiques importantes qu'il nous appartiendrait d'examiner si cette idée prospérait, notamment en matière de droit de la concurrence, et de ponction obligatoire dans le budget des ménages. Toute réflexion, pertinente. Je note juste qu'en matière de concurrence, sur ces sujets-là sensibles, dans le prolongement de la santé et de la prévoyance, les autorités européennes laissent aux États un pouvoir d'appréciation assez important, dès lors qu'il y a une proportionnalité, c'est-à-dire que vraiment ce moyen-là serait le seul, cette contrainte serait indispensable pour arriver à cet objectif de proposer à tous l'accès à une telle garantie. Et puis, vous avez les représentants des salariés ou des syndicats, des consommateurs, qui ont dit, alors certains ont dit, c'est très intéressant, mais le travail est remarquable, etc.,
mais je ne me prononce pas, je m'abstiens, parce que normalement, ça devrait être pris en charge par le régime de sécurité sociale. Et d'autres qui ont dit, bah, écoutez, comme on voit que le régime de sécurité sociale, lui, enfin les pouvoirs publics, ne décideront rien avant quelques années, et je pense que rien ne se décidera dans les 6 prochains mois, eh bien, nous le soutenons totalement, cette réflexion. Donc voilà, ce n'est qu'une réflexion. Tous les paramètres, si la réflexion allait plus loin, devraient être réexaminés, recalculés. Mais c'est pour vous dire que des possibilités de conception publique-privée sont possibles, et en tout cas que les assureurs, la Fédération française de l'assurance, c'est-à-dire France Assureurs, et la FNMF, ont pleinement soutenu cette réflexion. Et il y aura bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait illustrer comment concevoir et de répondre à de nouvelles attentes en matière d'assurance, mais ça suppose qu'on formalise effectivement assez précisément les besoins. Alors, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un moment où pour qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait la compréhension du besoin dans des termes suffisamment précis pour qu'on puisse après le conceptualiser et effectuer les calculs pour voir si c'est faisable de l'assurer ou pas. Merci de votre attention. Merci. Je vous propose de faire une pause de 30 minutes et puis on se retrouve après.